réfléchir à l'ouverture des lieux culturels, à ce qui fait un lieu culturel, dans un moment où on a bien tous et tout le sentiment que le monde change profondément, ça oblige à se poser quelques questions. D'abord, est-ce qu'on fait ça dans une logique simplement additionnelle, c'est-à-dire pour ajouter des activités à des activités que l'on a déjà programmées par ailleurs? Ou alors est-ce qu'on le fait dans une autre perspective, qui est une perspective de réorientation et même peut-être de refondation de ce qu'est un lieu culturel et de ses missions fondamentales? Réorientation, refondation, c'est-à-dire accepter de considérer que compte tenu des changements que nous connaissons dans le monde, écologiques, politiques, économiques, sociaux, eh bien, il faut absolument que les lieux culturels acceptent de reconsidérer ce qu'ils sont et de reconsidérer leur mission. Hein, refonder, c'est extrêmement ambitieux et ça peut se faire en se demandant justement comment le lieu peut accueillir en quelque sorte ce monde qui change à travers des ouvertures différentes, à travers une expérimentation collective sur ce que cet accueil de la cohabitation de l'ensemble de la société dans un lieu culturel peut produire. Donc c'est aussi prendre au sérieux le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'accueillir de nouveaux publics dans les spectacles, il s'agit véritablement de faire des lieux culturels, des lieux ouverts au cosmos, ouverts au monde entier. Ils deviennent ainsi des microcosmes, hein, ils sont des mondes en réduction, et accepter que cette ouverture, hein, cet accueil des cohabitants, dans leur variété, dans leur diversité de sensibilité, d'origine, d'aspiration, eh bien, ça va profondément bouleverser les pratiques du lieu culturel et ça va aller jusqu'à cette refondation dont je parlais tout à l'heure. Et là, on n'est pas simplement dans une logique où on ajoute une ligne à la programmation, mais on essaye de se demander quel type d'activité on doit proposer pour que le lieu culturel redevienne une centralité dans une société en profonde évolution. Cela veut dire peut-être se poser la question de façon critique de ce qu'est l'activité de programmation, peut-être accepter aussi de changer nos manières de concevoir la programmation. Et finalement, la programmation dans les lieux culturels, depuis une trentaine d'années, la programmation, c'est ce qui nous rassure. Hein, la programmation, c'est ce sur quoi on s'appuie pour se rassurer quant à l'état des lieux culturels et à l'état de la culture en elle-même. Bien, peut-être qu'en réfléchissant sur l'ouverture des lieux au monde, on pourrait accepter de s'inquiéter, de se troubler. Hein, je cite souvent le titre de ce livre de Donna Haraway, Staying with the Trouble, à propos de la crise écologique, où la grande anthropologue américaine dit qu'il faut accepter de vivre avec le trouble, de rester dans le trouble que nous ressentons lorsque nous contemplons les effets de la crise écologique. Eh bien, peut-être qu'il faut accepter que le lieu culturel, lui aussi, vive dans le trouble lorsqu'il s'ouvre vers une société qui va lui renvoyer des aspirations et des demandes qui ne sont pas celles que nous avons l'habitude de traiter dans le cadre des activités ordinaires des lieux culturels et dans le cadre des activités ordinaires de la programmation. Et puis peut-être qu'une dernière chose qu'on pourrait dire, c'est que pour réfléchir à ce que seront les lieux culturels de demain, eh bien, il faut peut-être aussi affronter cette question très difficile de savoir comment on peut malgré tout continuer à penser des activités, à proposer des activités, même en contexte de ressources stagnantes, voire restreintes. C'est-à-dire se placer dans la situation où l'exigence de faire soit absolue, c'est-à-dire que nous devons toujours continuer à créer et inventer, même si le contexte se dégrade et même si nos ressources se restreignent. Hein. Et dans tous les lieux où on tente des expériences, tous les lieux alternatifs que j'ai pu observer dans ma carrière de géographe, j'ai toujours été confronté à cet impératif dans ces expériences, de faire malgré tout, quoi qu'il arrive, d'expérimenter, d'accepter éventuellement de se tromper, d'accepter l'erreur, d'accepter d'avoir des activités qui ne correspondent peut-être pas tout à fait au départ aux standards qu'on a en tête dans la programmation idéale, et de le faire parce que c'est ça en fait l'avenir des lieux culturels, c'est d'être toujours des lieux de proposition, même lorsqu'autour de soi on a l'impression que ce que propose le monde se réduit comme une peau de chagrin. Bonjour, je m'appelle Juliette Goiffon. Donc je suis designer, principalement dans le secteur culturel, mais pas uniquement. Je suis designer graphique initialement et j'ai fait des études aux Beaux-Arts.
Donc je suis aussi plasticienne et je m'intéresse donc à des questions de forme qui peuvent être, de l'ordre d'identité visuelle, comme, des aménagements d'espace et j'accompagne, depuis quelque temps, des projets comme, le théâtre ou la médiathèque de Mâcon ou encore des centres sociaux, qui souhaitent, ouvrir, leurs lieux à des pratiques, sociales et culturelles, dans l'idée de faire venir, un public qui franchit pas forcément les portes, de ces lieux. Je suis designer également. Euh, Moi, je travaille pas d'abord sur les sujets culturels. J'ai beaucoup travaillé en médiathèque, mais je travaille sur tous les sujets de politique publique. Donc ça va du collège en passant par les transports. On a travaillé sur les cimetières dernièrement, sur la question de l'alimentation dans les cantines, etc. Donc on a un champ de travail qui est très large. Mais notre préoccupation, c'est toujours la même, c'est de repartir des usages des gens et des agents qui mettent en place des politiques publiques pour apporter des réponses qui soient les plus adaptées possibles. Et ici, la question de l'ouverture des lieux culturels, on a essayé de la traiter un peu de la même manière. Donc, on a commencé avec Juliette par faire une immersion de plusieurs jours avec les équipes du théâtre de Mâcon et dans le voisinage de proximité, c'est-à-dire dans les quartiers, auprès des structures qui sont partenaires. On a beaucoup regardé la question de la petite enfance et de qu'est-ce que ça faisait d'accueillir des jeunes enfants au théâtre. Ensuite, on les a accompagnés sur la fresque. L'idée de la fresque, c'était d'arriver à avoir un outil, qui permette à l'équipe de visualiser et de communiquer, assez facilement entre eux, mais aussi avec, le public ou avec des partenaires sur, à la fois l'historique et le présent et le futur, du projet, qu'ils appellent, Théâtre Lieu de Vie. Donc on a réfléchi ensemble à une manière de mettre en image, et de mettre en forme, ce projet-là. Donc ça passe, par, de la prise de vue, mais aussi par, des objets qu'on est amené à manipuler ou des cartes sur lesquelles on peut écrire. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil, qui évolue facilement, qui puisse être, réinstallé, désinstallé, manipulé, bouger en continu et suivre, l'évolution du projet. Le design, c'est aussi ça, c'est rendre tangible des problématiques complexes. Et on a pu accompagner le théâtre aussi sur la question de l'ouverture, puisqu'il y a plusieurs mercredis depuis le mois de novembre où le théâtre a été ouvert à d'autres publics pour d'autres usages. Et donc là, on les a accompagnés en les amenant à s'ouvrir un peu sur les possibles, et à quels moyens on pouvait faire ça simplement, c'est-à-dire se jeter à l'eau, prendre le risque que ça marche pas trop, qu'il n'y ait pas trop de gens au début. Et aujourd'hui, 3-4 mois après, les retours sont là avec des publics qui commencent à venir de manière un peu répétée, le bouche à oreille qui fonctionne, etc. Enfin, cet après-midi, on a accompagné donc, le théâtre, mais surtout l'ONDA, à faire un exercice de projection. Certains disent design fiction. En fait, c'était surtout un jeu de rôle où on a proposé aux participants de se mettre dans la peau de tous ces gens qui sont concernés par l'ouverture du lieu, réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça change, quelles sont les contraintes que ça amène, quelles sont les opportunités. Et nous, on a à cœur dans notre pratique justement de faire coïncider ou co-construire ou travailler ensemble différentes sensibilités de la société pour des projets communs, quoi, ce qu'on pourrait appeler de la co-conception. Et on a à cœur aussi, de passer par, des moments, de test, qui peuvent, se faire pendant des ateliers comme on a fait cet après-midi où on amène les gens à manipuler. Alors ça peut être juste papier, carton et ça peut être des tests qui prennent une envergure un peu plus importante comme on a pu faire à la médiathèque à Mâcon, où là on a disposé de 3 mois, dans le grand hall de la médiathèque, qui fait 600 carrés, où on nous a dit: «Bah, vous avez 3 mois pour tester des nouveaux usages». Donc après une première phase d'immersion, on a construit des structures en bois
et qu'on a installé dans le hall et on a eu 3 mois pour tester, bah, qu'est-ce que ça donne si on vient avec, un espace, jeux vidéo, un espace où on fait de la musique, un espace où les enfants peuvent dessiner, voilà. Donc on aime bien aussi, prendre le temps, de tester des choses, de rater, de revenir sur nos pas et de pas avoir une démarche, trop hors sol ou trop autoritaire, ça passe beaucoup par l'essai-erreur et effectivement l'implication, ben, de toutes les parties prenantes.